Bueno. Primero que todo, quisiera agradecer al Forum des Images. Je voudrais remercier le Forum des Images, Gilles et toute son équipe pour cette invitation. Nous nous sentons très privilégiés, aux chiens qui aboient, de participer à cette programmation qui propose quelque chose d'inédit, d'intéressant. Je voudrais tout simplement, pour faire une introduction, donner quelques idées sur le cinéma colombien. Le cinéma colombien, comme l'histoire du cinéma en général, a été écrit par des hommes, et en Colombie, c'est le cas également, mais on a un cinéma qui compte avec la participation fondamentale et qui, aujourd'hui, qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui dans ce lieu. Pour parler de la participation dans le cas des réalisatrices qui se trouvent aujourd'hui ici, je voudrais donner quelques détails. Par exemple, la participation de Marta Rodriguez est une participation très engagée. Ça fait plus de 50 ans qu'elle est dans le métier. Un métier difficile, et elle va nous raconter un peu comment s'est passée cette aventure pour elle. C'est une participation intégrale, la participation de Patricia Ayala, qui fait des documentaires, mais qui travaille également en tant que professeur, qui fait de la conservation, de la programmation, et qui a été quelqu'un de fondamental dans le festival de documentaires de Bogota, et qui a lieu actuellement en Colombie. Une participation qui va au-delà d'un espace géographique colombien et qui prend lieu dans d'autres latitudes. Le cinéma colombien commence à être pensé depuis une dimension qui dépasse le fait qu'un film soit fait par un Colombien qui vit en Colombie, mais il y a une diaspora qui réfléchit et qui enrichit ce cinéma depuis l'extérieur. Et Maria Isabel va nous raconter ce que cela signifie, les problématiques que cela implique. Et bon, je me sens très privilégiée de vous accompagner aujourd'hui. Une petite précision qui me semble importante, c'est que on entend parler de la Colombie qui vit un conflit, qui vit une guerre, c'est quelque chose de tous les jours, mais évidemment, c'est une réalité beaucoup plus complexe et malheureusement beaucoup plus dramatique. Dans ce contexte, faire du cinéma sur la Colombie et en Colombie, c'est parier pour un métier qui est plein de difficultés. Le cinéma, par son pouvoir de représentation, qu'on le veuille ou pas, est un acte politique de premier plan, et dans ce sens, on doit savoir quelque chose qui n'est pas propre à la Colombie, c'est quelque chose de mondial, c'est que la dynamique économique et politique qui a submergé le pays, la Colombie, dans une tragédie humanitaire, est aussi due aux images. C'est la production des images. C'est une production qui est omniprésente. Dans le cas des médias, dans les médias et dans d'autres instances et lieux de pouvoir qui ont fait qu'on ait une idée de ce qui se passe en Colombie, beaucoup de fois en créant de l'ignorance et de la désinformation, et en imaginant également le citoyen, en transmettant aux citoyens ce qui se passe dans son entourage. Donc je pense que l'art et le cinéma en particulier sont aujourd'hui fondamentaux, car c'est des lieux où l'on peut penser le pays d'une autre façon, on peut voir le pays d'une autre manière. Et nous avons ici aujourd'hui 3 personnes qui vont nous raconter une vision différente de ce qu'on est habitué à voir.
La problématique que Gilles a choisie est une problématique complexe et j'aimerais simplement dire que pour commencer à répondre à cette problématique sur s'il existe ou pas un cinéma au féminin, un cinéma fait en Colombie par des femmes, nous allons commencer à voir ici quelles sont les femmes qui font du cinéma, comment elles se sont formées, pourquoi elles ont choisi le cinéma. Et je pense qu'à cet instant précis, nous sommes dans un instant historique en France, dans un moment historique du cinéma colombien, et la présence de ces femmes est un début de réponse. Donc je vais commencer évidemment par Marta Rodríguez, qui a été une pionnière dans le cinéma documentaire et à qui j'aimerais demander comment elle est arrivée au cinéma. Quelle a été sa première expérience dans le cinéma? Le cinéma n'est pas un métier auquel on arrive comme ça. Il y a toujours une histoire beaucoup plus profonde qui se crée. Et j'aimerais bien, Marta, que tu prennes ton micro et que tu nous racontes comment tu es arrivée au cinéma. Dans les années 60-70, il n'y avait pas d'école de cinéma, mais il y a eu un mouvement intéressant de ciné-club où les gens se formaient. Il y avait un jeune qui s'appelait Abransada qui avait créé un ciné-club universitaire et on regardait du cinéma réaliste et on se retrouvait là, les gens intéressés par le cinéma. Après ça, j'ai décidé d'étudier la sociologie et je suis rentrée à l'Université nationale de Bogota où il y a une personne qui a marqué ma vie, un sociologue, Camilo Torres. Les étudiants qui étaient intéressés pouvaient aller travailler dans un quartier ouvrier. C'était une période très obscure, terrible, avec beaucoup de violence. En 1948, il tue Caetano. Et c'est là qu'il y a eu les pires actes barbares. Et beaucoup de gens ont migré à Bogota et donc il y a beaucoup grossi, et de quartiers se sont créés. Et après, il y a eu un livre qui est sorti sur la violence à Bogota, qui a eu un impact énorme, mais cette violence a été niée, occultée. Donc, les auteurs ont été traités de subversifs, de ce que vous voulez, mais en fait, cette violence et celle de maintenant est complètement niée depuis le début. Et alors, Camilo nous a proposé d'aller travailler dans un quartier populaire, ouvrier. On a loué une maison dans ce quartier à côté de la paroisse et chacun avec son métier, on allait aider ces gens. Moi, je suis institutrice, donc j'ai fait une école, donc j'ai appris à lire et à écrire, j'alphabétisais les enfants. Les enfants de Chircales subissaient de mauvais traitements, des injustices, et j'ai commencé à leur apprendre à lire, à écrire. Je leur racontais des histoires. Je travaillais avec un Suisse à ce moment-là, et il était architecte. Et on leur racontait des histoires, des contes, pour qu'ils puissent rêver un petit peu et les sortir de ce monde des briques. Et ils cachaient dans leur manteau. Et moi, je voulais connaître ces enfants, pourquoi ils venaient si maltraités. Et en fait, ils fabriquaient des briques, mais comme des esclaves. Et c'était vraiment des conditions d'esclavage. Cuéntanos un poquito de tu experiencia con Jean Rouch. Tu peux raconter un peu ton expérience avec Jean Rouch. Jean Rouch, tu sais que tu as étudié ici il y a longtemps et tu as pu connaître ce grand maître qui t'a enseigné un peu tout au sujet de vraiment tout. Comme je suis venue étudier le cinéma ici, c'est que
Jean Rouch, il y avait un séminaire que Jean Rouch donnait, un séminaire cinématographique pour l'anthropologie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs maîtres d'ethnologie de France, et rien de moins que Rouch qui enseignait. C'était totalement magique. Il nous a dit une chose très intelligente. En Amérique latine, il n'y a pas d'école ni rien, mais il y a de deux, mais vous allez faire tout. Travail de terrain, montage, caméra, tournage, et avec Dziga Vertov aussi. Et ne pensez trouver aucune aide là-bas. Vous allez créer là-bas le cinéma documental dans vos pays, parce qu'en Colombie, il n'y avait rien. Zéro. Bon, je vais passer à Patricia directement. Patricia, aujourd'hui, Patricia est dans le centre de ce qu'on appelle le documentaire colombien. C'est un cinéma documentaire qui est en train de se moderniser. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a un pari qui est fait sur la façon d'atteindre le public. Le film que vous allez voir après cette table ronde, ça a été un film fondamental, et c'est une grande opportunité de la montrer ici. Et ce film ouvre un chemin sur ce que peut être le documentaire colombien dans les 15 dernières années. Il y a une chose importante, évidemment, il faut se souvenir qu'en la Colombie, en 2003, il y a une loi qui a fini par se concrétiser pour que l'industrie cinématographique existe, que l'industrie donne de l'argent à la production cinématographique. Patricia, peux-tu nous raconter comment tu arrives au documentaire et pourquoi tu choisisses cet outil de travail? Merci pour ces mots. La passion pour le cinéma, j'ai toujours eu cette passion pour le cinéma depuis toute petite, et pour l'écriture également. Quand, à la fin de mon école, je pouvais aller étudier le cinéma ou alors étudier le journalisme. Et pour des raisons de hasard, j'ai fini par aller étudier le journalisme. Mais après, j'ai découvert que le Festival international du documentaire, après être formé comme journaliste, on appelle ça la communication sociale. Et donc, j'ai commencé à donner des cours, à travailler sur une chaîne de télévision. Très rapidement, j'ai arrêté de travailler pour la chaîne et j'ai découvert ce festival. Et ça a été vraiment une révélation dans le cinéma documentaire, parce que j'ai compris que ce cinéma me permettait de donner l'espace ou de remplir mes deux intérêts, le journalisme et le ciné. Parce que c'est un moyen pour moi, le cinéma, de me rapprocher des autres et de raconter des histoires qui me sont lointaines, loin de ma réalité. Et ça me paraît très proche de l'esprit du documentariste. Alors, ça pourrait être le meilleur métier du monde. Donc, quand j'ai découvert le cinéma documentaire, j'ai compris que se rejoignaient les deux choses, cette nécessité esthétique et de langage, et aussi cette possibilité de rencontrer les autres. Et pour moi, ce festival, ça a été vraiment définitif. J'ai travaillé plusieurs années et avec tout le bon, le mauvais, le laid, de
du monde entier. Et je pense que c'est la meilleure formation pour un cinéaste parce qu'on s'alimente de ce qui se passe dans le monde, des autres arts, de sortir et de regarder le monde attentivement, mais aussi du travail, s'alimente du travail des autres. C'est comme ça que j'ai été formée. Et puis il est arrivé le moment où j'ai senti que j'étais proche pour faire mon premier film. Et ça a été des années après avoir fini l'université. C'est arrivé des années après. C'est vraiment un très bon film. Ne le loupez pas, je vous le recommande. Maintenant, je vais donner la parole à Maria Isabel. Ce que je vous disais et ce que disait Gilles, qui représente la diaspora aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est fondamentale, cette diaspora. Il y a beaucoup de Colombiens qui vivent dans d'autres pays, qui s'alimentent d'autres cultures, de façons de vivre. Et ils sont toujours très connectés avec la Colombie. Et ils donnent un témoignage très intéressant sur comment aujourd'hui on peut se référer à un lieu et ne pas le renfermer à une problématique géographique. Le monde est beaucoup plus grand et j'ai l'impression que Maria Isabel nous raconte un peu ça. Tu peux nous raconter aussi avant d'arriver en France, où tu as été formé. Tu viens de Cali, donc tu viens d'une tradition cinématographique qui est très importante en Colombie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça, ce lien avec cette cinématographie et de ce qu'a été Cali? J'ai étudié aussi le journaliste à l'université de Bali. Et c'est très important en Colombie, où il y a une différence beaucoup plus importante que, par exemple, l'enseignement dans le public n'est pas le même que dans l'enseignement privé. Donc à Cali, il y avait une formation d'université privée qui proposait cette formation et ensuite, une fois terminé, on travaillait dans les médias de masse, les études. Mais enfocada, digamos, había una importancia como muy grande a en la investigación. On donnait beaucoup d'importance à la recherche dans mes études. Et pour moi, ce qui était très important, c'était l'écriture et relier la recherche avec l'écriture. Il y a un tronc commun dans ces études qu'on faisait tous. Et puis, dans les dernières années, on choisissait le journalisme culturel ou l'audiovisuel ou la communication. Et moi, j'ai choisi le journalisme parce que, avant tout, j'aimais faire la recherche plus que de faire du cinéma, même si j'adorais le cinéma. J'allais à la Cinémathèque de Cali, au ciné-club de l'université, mais je savais que c'était vraiment la recherche qui m'intéressait. Et puis après les hasards de la vie, et ensuite j'ai fait mon travail de fin d'études, même si je prenais la voie du journalisme, j'ai décidé j'ai arrêté le projet sur lequel je travaillais et puis pour moi à ce moment-là ça a été important de raconter cette histoire et que voilà, comme si tu écrivais un portrait et que tes pairs le lisaient. Et d'un côté, je voulais continuer à écrire sur les multiples façons d'écrire le documentaire, parce qu'on écrit un scénario, mais après, avec la caméra, on continue à écrire avec la caméra. Pendant tout le tournage, on continue à écrire. Et après, quand on arrive au montage, on continue à écrire. Donc, c'était une nécessité comme ça d'écrire jusqu'à la fin. Mais une fois qu'on a le film est monté, c'est là que on se dit bon, allez, c'est ça que je voulais raconter.
tout ce processus, c'est ça qui a fait que j'ai pensé que ça allait me remplir et puis que c'était quelque chose que j'allais partager avec beaucoup plus de gens. Maintenant que tu as ça et que tu as fait des recherches là-dessus, comment le racontes-tu à beaucoup de gens? C'est de là que, à partir de ce documentaire que j'ai décidé de faire comme travail de fin d'études, que c'était le portrait d'une femme médecin de Cali dans les années 2000, où il y avait énormément de violence, et je voulais raconter cette violence de façon différente que dans les médias. Et là, j'ai compris que c'était ce que je voulais faire tout le reste de ma vie, parce que c'était important de connaître des gens. Pour moi, faire du ciné-documentaire, c'est de connaître des gens que je ne connaîtrais pas sinon, et nous permettre de questionner le monde, nous questionner nous-mêmes. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto en el cual ustedes... Bien, nous allons parler du contexte dans lequel vous commencez vos travaux en tant que documentariste. Je reviens à Marta. Donc, nous parlons des années 60. On doit rappeler que pendant les années 60, c'est une époque où, suite à certaines situations politiques en Amérique latine, il y a une prise de conscience sociale et le documentaire devient un outil fondamental pour exprimer, pour faire de la contre-information vis-à-vis de ce qui se passait. Et j'aimerais vous montrer, pour que Marta nous raconte de suite le contexte de la réalisation de ces projets, quelques séquences. Donc, je vais demander à la personne là-haut, Faustine, est-ce que tu pourrais mettre l'extrait numéro 1, numéro 2 et numéro 3, s'il te plaît? Entonces, vamos a ver tres pequeñas secuencias. Nous allons voir trois petites séquences fondamentales pour que vous vous approchiez de l'œuvre de Marta Rodríguez et surtout que vous arriviez, que vous veniez au film et que vous profitiez de sa présence qui est unique. Vous devez profiter de ce moment historique, je vous le rappelle. Nosotros no podemos seguir así porque nuestros padres están muy pobres y nosotros estamos muy pequeños para ir a trabajar a una hacienda y nos a ganar unos miserables pesos, y que por eso lo hacemos nosotros, de entrar a recuperar eso que nos pertenece a nosotros, y que esas tierras no es del arzobispo sino de los indígenas que se le han arrebatado de sus manos. Entonces, compañeros, nosotros lo que debemos de contestar cuando el señor juez nos pregunte que quién nos manda, que quién a nosotros nos dirige, nosotros le diremos que nos dirige el hambre y la necesidad. Nos llevaron a la cárcel de San Isidro de Popayán. Allá realmente fue donde nosotros abrimos los ojos. Allí sí nos dijeron cómo debíamos de sostenernos en la lucha. Cuando nosotros salimos de la cárcel de Popayán, entonces sí ya traíamos una gran decisión para seguir adelante. Veíamos nosotros que lo único que a nosotros nos iba a servir era la unidad y la organización y seguir adelante en la recuperación de la tierra. Claro, porque ellos se fueron a recuperar. Y cuando ellos estaban allá recuperando, llegaron y decir, él no corrió ni nada Justiniano, pero el regalado le disparó a matarlo.
durante una recuperación de tierras, el 2 de febrero de 1977, es asesinado por la policía el indígena y antiguo terrajero Justiniano Lamy. Y si bien es cierto las luchas campesinas de los hombres, si no está participando activamente la mujer, y que nosotros los hombres le demos participación a ella en las deliberaciones, en las recuperaciones de tierra, en la lucha contra todo el sistema de opresión que tienen los terratenientes sobre los campesinos, nuestras luchas van a ser inoficiosas y se va a perder. Bien. Ces séquences, je les ai choisies un peu pour que vous voyiez la beauté de l'image de ces films, mais également à cause des voix qui sont très intéressantes et des choses qu'elles disent, qui sont fondamentales. Martha, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais une méthodologie qui s'appelle d'observation participative. Exactement. Donc, en quoi elle consiste? Tu peux le raconter? Est-ce que tu peux prendre le micro pour qu'on nous écoute? L'organisation est née dans les années 70, plus ou moins. En Colombie, l'indigène était mineur, considéré mineur. Avant, il y avait eu 2 massacres d'indigènes qui ont été assez graves en Colombie, qui ont été la massacre de Planas, que j'ai filmé avec Jorge Silva, mon époux. L'indigène était considéré irrationnel, sans droit aucun. Des fois, on le tuait à l'arsenic, où il y avait des guajilladas. On se trouvait dans une culture très macho et ils allaient chasser des Indiens. Les indigènes de Cauca étaient des Nasas, Paeses, qui luttent pour récupérer les terres. Les premières récupérations sont celles-là. Ces terres appartenaient à l'archevêque de Popayan, qui était comme le petit Dieu, et récupérer cette propriété, il la récupère pendant longtemps, et nous, on suit tout ce processus. Ils vont travailler la terre jusqu'à ce que le propriétaire terrien se fatigue et ça passait dans les mains des indigènes dans une coopérative. Jorge et moi, on a suivi le projet pendant 5 ans. On voyait comment ils se liaient politiquement pour récupérer, pour produire la terre collectivement, pour les premières récoltes, la création de l'organisation. À ce moment-là, en Amérique latine, il y a eu un cinéma, un nouveau cinéma latino-américain. À Cuba, il y a eu la Révolution. Au Brésil, il y a eu des Rocha. En Argentine, il y a eu Birri, Jorge Sanginés, qui a fait les premiers films en langue aymara. Un cinéma latino-américain très fort. Notre premier film était Chircales et on va jusqu'à Mérida, Venezuela. J'ai découvert qu'on n'était pas seul. Je pensais qu'on l'était. J'ai retrouvé un mouvement de cinéma latino-américain qui a été très important. J'ai dit à Fernando Restrepo qui travaillait avec moi, mais maintenant on ne fait plus ces grands films comme La Hora de los Hornos, El Diablo, La Tierra del Sol. Il y a un autre cinéma plus intimiste, féminin, mais le grand cinéma latino-américain, il est un peu... Ma question était plutôt comment tu rentres en contact avec les communautés, comment tu as des rapports avec eux, combien de temps tu restes, comment ils voient l'arrivée d'une personne avec une caméra, comment tu leur montres les films, comment tu décides l'édition
Est-ce que tu as une phrase que j'ai entendue dans d'autres entretiens, c'est que tu ne fais pas de cinéma collectif, mais avec le collectif. Oui, correct. Donc, est-ce que tu peux en parler davantage? C'est comme y aller habiter. Je suis restée 5 ans. Il y a une organisation dans cet endroit et d'abord, on a dû demander une permission. Qu'on sache qui étaient les Silva. Ensuite, on nous a donné une permission. On a créé un comité d'indigènes qui nous accompagnait dans toute l'organisation. C'était une sorte de transfert de moyens. Donc, eux, ces leaders, nous ont accompagnés dans tout notre travail. Et comme je te dis, c'était un travail de longue durée, car les films qu'on a faits ne sont pas inférieurs à 5 ans. Et qu'est-ce que tu voulais me demander d'autre? Quel autre aspect? Cohabiter avec eux? C'était quelque chose de participatif. J'ai cru comprendre, mais tu nous diras, par exemple, vous filmiez et vous montriez les scènes aux communautés, les prises aux communautés. Et ces prises étaient ensuite éditées, par exemple, Circales, qui aujourd'hui a une version. Au début, il y avait 1h30. Elle était un petit peu plus longue, oui. Les propriétés qu'ils récupéraient, on amenait un projecteur 16 mm et les indigènes, ils ne savaient pas ce qu'était une caméra photographique. Ils n'avaient jamais vu des gens qui filmaient leurs histoires, car les pionniers dans le cinéma colombien documentaire, c'est nous-mêmes. Les indigènes se reconnaissaient, ils voyaient des images d'eux, et c'était vital quand la répression commence, parce qu'ils ont récupéré beaucoup de propriétés, ils ont récupéré la Estrella, Canal. Donc, il y a des assassinats de leaders, et là, ils vont se rendre compte de l'importance de l'image. On a filmé beaucoup de gens qui ont été assassinés. Il y a eu une répression très forte. Donc, eux-mêmes, ils vont dire « Ah, mais eux, ils ont filmé nos leaders. » Et nous, on est allé demander si on pouvait faire un film sur un leader et on nous a dit qu'on l'avait assassiné. Donc, ils prennent conscience de l'image, car beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu une caméra. Ils pensaient que c'était magique. Donc, ils prennent conscience et maintenant, dans le Cauca, on nous demande et on nous remercie d'avoir laissé une mémoire. Et c'est très important pour eux. Pardon, 2 secondes. Je pense que ça peut être intéressant, ce que dit Marta, c'est que très probablement, ils n'avaient jamais vu une caméra, mais ils ne s'étaient jamais vus représentés dans les médias de masse. Vraiment, ils ne s'étaient jamais vus représentés, et pour eux, entre le fait que c'était magique, c'était assez magique pour eux, et voir l'image, ils ont, beaucoup plus tard, je me rappelle quand les premières caméras VHS sont arrivées, il y avait un indigène, fils d'un leader, il a commencé à filmer, si les Silva, ils pouvaient filmer, pourquoi moi non? Donc vous aussi, vous avez appris les communautés à filmer. Oui, quand je me suis rendu compte que les indigènes, quand les caméras VHS sont arrivées et que j'ai vu comment ils filmaient, je suis allée à Paris et l'UNESCO avait un programme qui était transfert de moyens aux communautés indigènes et j'ai eu une bourse et j'ai fait un atelier avec un Bolivien, un Équatorien, avec des cinéastes. Et j'ai eu 40 caméras pour la Colombie. Donc on a produit et on a un mouvement de cinéma indigène, un festival indigène qui a 3 ans. Et il y a des femmes indigènes qui font du cinéma. Ça n'a pas été mentionné. Raconte-nous un peu plus justement sur comment tu t'approches des femmes. Car j'ai vu que tu privilégies beaucoup les témoignages
des femmes et des enfants. Oui, moi j'ai toujours été très touchée par les enfants et les femmes. Et il y a beaucoup de femmes indigènes qui sont très courageuses. Donc j'ai vu des femmes de 15 ans qui ont affronté la bourgeoisie, qui sont allées en prison. Donc ils arrivaient et ils allaient tous en prison, à la prison de San Isidro. Et ils ont continué comme ça jusqu'à ce qu'ils ont récupéré cette propriété qui a été la première entreprise communautaire. Et c'est des femmes qui ont affronté de la répression, etc. Et c'était des jeunes filles. Une question maintenant qu'on parle des femmes comme cinéastes et comme femmes. Est-ce que tu as toujours eu accès aux communautés ou est-ce que ça t'a permis d'entrer différemment dans les communautés parce que tu étais une femme? Ils m'ont toujours tenu beaucoup de respect. J'ai eu beaucoup de tendresse de leur part. Moi, j'aime bien l'affection, l'affect, la tendresse, et justement beaucoup avec les enfants et surtout avec la vie qu'ils avaient, parce qu'ils étaient tout petits et tout de suite ils allaient travailler. Oui, il y a beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse et d'une attention très tendre. Et je m'entends très bien avec les gens des communautés. Ça demande du temps de faire ça. Oui, oui, bien sûr, beaucoup de temps. C'est toute une vie, oui, madame. Bueno. C'est très important ce que tu nous racontes parce que nous savons que tes films, ce sont des films de mémoire pour la Colombie, pour ces communautés indigènes et pour tous les Colombiens et toute l'humanité. On voit des images que peut-être nous ne verrons plus jamais. Voilà, certains endroits n'existent plus. Oui, il y en a certains qui sont encore quelques endroits, parce qu'ensuite il y a eu la guérilla, les militaires, donc tout a été très douloureux et continue à survivre. Et ils ont perdu leurs racines, leur langue. Sur ce même thème de la terre et du problème de l'enlèvement des terres, je vais passer la parole à Patricia. Et on va regarder quelques séquences parce que Patricia a raconté un petit peu ce qui est arrivé en Colombie au sujet des terres. Et c'est un travail de recherche très intéressant, très profond sur ce qui est une actualité en ce moment. Après, tu nous raconteras plus de choses, mais je vais demander à Faustine de passer les extraits suivants. Juste... on va voir l'extrait numéro 6 et numéro 7. Si tener la tierra es tenerlo todo, entonces perder la tierra es perderlo todo. Es perder la historia, la identidad y el sustento. En mi país, millones de personas han perdido la tierra por la guerra, por el engaño,
por la violencia. Más de 6 millones de hectáreas es la cuenta del despojo. Es como robarse Suiza entera. Senadores, colegas del Senado. Yo les voy a pedir un favor, ustedes entenderán que una cosa de estas, no quiero mencionar a nadie con nombre propio. Senador, ¿qué va a pasar con las tierras de esos campesinos? ¿Quién se va a quedar con ellas? Y el artículo 99 de la Ley de Tierras, de restitución de tierras, consagra que una cosa es el derecho a la restitución y otra cosa el derecho al retorno. Lo que quiere decir que a un campesino podrán ordenarle los jueces la restitución del predio, pero podrá suceder que no pueda retornar a este porque la ley ordena que con ese predio se quede o quien hoy lo tiene, si resulta ser un tenedor de buena fe, o el Estado en su defecto, pero en todo caso se mantendrá esa gran producción de la que estamos hablando. Bueno, entonces Patricia ese tema qui est super complejo. A voulu traiter ce thème qui est très complexe et vaste. C'est un film fondamental. J'ai vu et moi je voulais demander à Patricia comment elle est arrivée à cette idée de faire un film sur les terres et comment elle a connu la communauté de Las Palmas, qui est la communauté du film. C'est l'idée de faire un film sur la loi de restitution, c'est quand il y a eu un changement de gouvernement en Colombie et on espérait tous que ce serait une continuation de Álvaro Uribe, mais il a commencé à parler de choses bizarres comme les conflits des victimes et quand il a parlé des terres et de la restitution. Mais moi, j'ai été méfiante quand il a commencé à parler parce que je me suis dit, voilà, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et bien sûr, je veux vérifier parce que ça, c'est une caractéristique des documentaristes. On a besoin d'aller mettre le doigt sur ce qui nous préoccupe. On ne s'en tient pas au filtre que nous donnent les médias. Alors j'ai écrit le projet et il est sorti le projet l'année suivante. La loi n'avait toujours pas été approuvée comme c'était lent. Donc j'avais le temps de faire tout ça et j'ai décidé de faire un suivi sur 10 ans parce qu'elle est en vigueur pendant 10 ans et j'aurais aimé comme Marta pouvoir y dédier tout ce temps, mais c'est très compliqué en termes de production. Donc j'ai décidé de profiter d'une promesse que le ministre de la Culture a fait qu'un cas de restitution d'une personne qui fait une demande, que ce processus soit résolu en 1 an au lieu de 10, que c'était le temps que cela durait sans la loi. C'était ça mon projet, suivre une communauté dans son processus de demande tout au long d'une année pour voir si les promesses se tenaient ou pas. Et moi, ce que j'ai fait, on peut rencontrer les thèmes et les personnages de ces films, soit on les cherche, ou alors on les rencontre. Et moi, je les ai rencontrés sur mon chemin, et c'est vraiment une intuition propre aux documentaristes, ça. Et là, dans ce cas, et parfois c'est à l'envers, c'est le contraire. On a un thème en tête et puis on cherche les... Ah voilà, donc dans ce film-là, c'était cette option-là. J'ai cherché les gens qui correspondaient à mon idée. Que no se quedara
Je ne voulais pas qu'on reste dans le rôle de la victime, que mes personnages restent dans le rôle de la victime, mais qu'ils dépassent cette condition, parce que je voulais un film un peu plus éthique que dramatique, plus épique que dramatique. Et j'ai rencontré cette communauté de Las Palmas, qui sont des personnages merveilleux. Ils m'ont ouvert leurs portes. J'ai dû leur faire raconter l'histoire plusieurs fois parce qu'ils ont été disséminés dans tout le pays. Donc, à chaque fois que j'en trouvais un endroit, il fallait que j'y aille et que je leur fasse raconter l'histoire et que j'ai l'aval de tout le monde parce qu'il suffisait d'un qui ne soit pas d'accord pour que ça ne marche pas et tous ont été d'accord. C'est plus difficile quand il s'agit d'une communauté qui est aussi répandue. Et après, il s'agit de la relation entre ceux qui sont derrière la caméra et ceux qui sont devant. Et ça, c'est le temps qui permet ça. Il faut oublier ses préjudices et arriver un peu vierge devant l'autre personne et se permettre de cette relation dans les deux sens. Et bien sûr, quand la communauté est si dispersée, c'est beaucoup plus difficile. Mais j'ai l'impression que cette communication, on y est arrivé à double sens. Ça n'était pas un exercice parce que c'est facile d'être dans un lieu de pouvoir quand on fait ce genre de documentaire. C'est un peu comme une règle que tu t'es imposée. Et l'équipe qui travaillait avec toi, et il rentrait aussi dans cette idée de cette horizontalité. Oui, c'est exactement le contraire de ce qui arrive en général à la télévision. Peut-être pas tous, mais en général, parce que les règles d'industrie de la télévision sont simples. Et ils n'ont pas le luxe du temps en général. Donc la télévision arrive et impose. Et là, c'est l'exercice du pouvoir. Je veux que tu bouges d'ici à ici, je veux que tu enlèves ce cadre parce que c'est pas joli, je vais changer le cadre à ce moment-là. Et c'est tout ça, c'est du pouvoir. Alors que quand on fait du cinéma documentaire, c'est vraiment le contraire. C'est l'équipe qui doit se soumettre aux normes et aux règles que la réalité lui impose. C'est ça qui est intéressant. Et alors, la mise en scène dans le documentaire, qu'en penses-tu? Je crois que c'est quelque chose de valide. Chaque film a ses propres formes et chacun les trouve sur le chemin. Des fois, c'est depuis l'écriture sur le papier, mais parfois, c'est avec l'écriture, avec la caméra que l'on trouve, que l'on peut faire autrement et trouver d'autres formes et que ça soit bien. Il y a une variété impressionnante de mise en scène. Ce qu'on vient de faire, c'est une façon de mettre en scène aussi. Mais c'est valide et c'est nécessaire aussi. Il ne faut pas avoir peur au terme et à l'outil de mise en scène. Je crois que pour vous donner envie de voir Donka ce soir, on va voir un extra, donc je vais demander à Faustine l'extrait numéro 5. Me la juego porque sea pasajero y en cuyo caso mantenerme acá no hay ningún problema, porque es cuestión como una creciente pasajera de un río, los pescados se acomodan y luego la vida sigue igual. Pero si el río va a mantenerse lodoso permanentemente, el pescado tiene que emigrar porque no aguanta. Esta era una de las comunidades más bellas y más felices del universo, Guapi, donde se comía bien, porque tienen una culinaria extraordinaria, donde la gente es alegre, contenta, emotiva, dichosa, sensual, rítmica,
aguantadora de todas las circunstancias naturales duras, tumores, golpes, enfermedades crecientes, incendios, todo lo que es natural, todo lo que se les viene, lo aguantan hasta con una sonrisa, pelan los dientes con cosas. Pero se les vino Colombia encima, esa Colombia llena de terror y de angustia y de odio y de fuerza y de violencia y de armas y de martilleo de ametralladoras. Pobrecitos, ya no van a ser más felices, se acabaron. ¿Por qué? Porque su territorio lo necesitan para sembrar la coca, para trasegar las armas, para lo que quieren ellos. Bueno, cuéntame un poco de ese encuentro con... Raconte-moi un peu la rencontre avec Donka et de nouveaux sujets comme cinéaste et femme. Qu'est-ce qui a été le plus simple, le moins simple? Comment tu as senti cette situation? Ou est-ce que ça a été vraiment un hasard? J'ai rencontré Camilo Arroyo. Je me souviens de ce que je viens par rapport à ce que je viens de dire, de la première façon. Je faisais un travail de commande et j'ai suivi une intuition et j'ai demandé l'exclusivité de son histoire. Hein, et il a accepté sans avoir aucune idée de ce qu'il acceptait, mais il m'a fait confiance. 2 ans après, j'arrivais parce que j'avais trouvé les moyens de production et j'arrivais avec une équipe de tournage à vraiment rentrer littéralement dans sa maison. Je ne me suis pas rendu compte dans ce cas que ça me servait un peu plus le fait d'être femme, parce que quand je suis rentrée chez lui et que j'ai découvert son monde, je me suis rendu compte que c'était un univers très masculin, parce qu'il est très macho, parce qu'il est macho, il est entouré de jeunes adolescents, ils veulent tous être les plus beaux, les plus forts. Donc, si j'avais été un homme réalisateur, ça aurait généré un certain type de réaction. On m'aurait ouvert les portes avec des limites. Et là, le fait d'être une femme, ça m'a été très utile, parce que lui et ses jeunes autour de lui, ils n'avaient plus aucun type de rétention. Ils s'ouvraient de façon très impressionnante. Et j'étais la seule femme du groupe, en plus, donc j'étais vraiment la seule femme du tournage. Donc j'étais comme une figure maternelle, agréable, sympa, et donc il n'y avait pas de problème. Moi, je crois que ça m'a aidé dans ce cas-là d'être une femme réalisatrice. Et ce regard, de toute façon, je crois qu'un regard féminin est tout aussi particulier qu'un regard masculin, et avec toutes les nuances. Il faut le limiter, le définir d'une autre façon, mais le ciné, la féminin, ça ne va pas. Je demandais en fait si, quand on doit prendre une décision, est-ce que en tant que femme, je ne vais pas pouvoir accéder à cela, ou si, oui, je comprends. En fait, dans ce cas, ça va vraiment jouer en ma faveur, mais dans d'autres cas, ça va ne pas jouer en ma faveur. Mais quand à la Guajira, par exemple, pour ceux qui connaissent le contexte colombien, ça peut vraiment jouer contre moi, le fait d'être femme, parce que si je suis toute seule, on va avoir beaucoup d'obstacles. Mucha gente que se niega, pues, a que estés. De gens refusent que tu sois là. Y lo mismo, pues, bueno, en general, es más con el método, es más con el método. Ça a plus à voir avec la méthode qu'avec le résultat. C'est là qu'on voit la différence entre être réalisatrice ou réalisateur.
Bueno, vamos a pasar a María Isabel. Nous allons passer à María Isabel. Donc, moi, je sens que dans vous trois cinéastes, il y a trois façons de regarder la réalité colombienne. Et je pense qu'il y a une notion qui est présente dans l'œuvre de chacune d'entre vous. C'est ce besoin de filmer un démembrement, une désarticulation, une séparation. Et moi, je pense que María Isabel, dans son premier film, Il y aura tout le monde, a cette notion très claire. Et en plus, le fait qu'elle-même fasse partie de son propre film et que sa famille fasse partie de l'univers du film nous rappelle que quelque part, dans la famille rentrent toutes les histoires. Chaque famille a beaucoup d'histoires et c'est l'histoire de l'humanité en même temps. Donc j'aimerais que tu nous racontes, avant de passer aux séquences, un peu pourquoi tu es arrivé en France et quelle a été l'idée initiale pour faire ce film. Oui, en réalité, c'est le second film. Et le premier, c'est celui dont j'ai parlé, mais c'est plus court, qui dure moins de 30 minutes. Dans celui-ci, oui, c'est un moment où dans ma famille, tout est en train de se défaire un peu à cause d'une crise économique qui a touché très fortement Cali. Je pense qu'en Colombie en général, mais précisément à Cali, parce qu'il y avait plusieurs éléments qui se sont fusionnés. D'un côté, l'ouverture économique. Donc, disons que pour les moyens et petits entrepreneurs, l'ouverture économique a été une catastrophe totale. Et donc, c'était quelque chose qui se passait à ce moment-là. Et il y a eu aussi l'OPAC, c'est-à-dire que beaucoup de familles ont perdu leur maison. On en a beaucoup parlé après, en Argentine, en 2000, mais nous, on l'a vécu en milieu des années 90 et on n'en a jamais parlé dans le monde. Par rapport à la Colombie, on a parlé après de l'Argentine, on a parlé des subprimes aux États-Unis et de façon un peu plus récente en Espagne maintenant, mais disons que nous, on l'a vécu beaucoup plus tôt. Ce qui fait que ça soit plus fort à Cali, je pense, c'est qu'à Cali, l'économie du trafic de drogue a été très forte et quand on a commencé à cacher ce trafic, cacher l'argent, devoir l'envoyer ailleurs, dans d'autres pays, ça a fait que cette économie chute. Et beaucoup, la ville était sur cette économique. Donc, on vivait beaucoup de ça. Dans un restaurant, il y avait de l'argent. Il y avait beaucoup d'argent qui circulait à Cali à ce moment-là. De l'argent lié au trafic de drogue. Donc, ces choses, en même temps, je pense que ça a créé une sorte de tremblement de terre et ça a fait que la classe moyenne, en particulier, perdent les maisons et tout le reste. Ça a été assez dur. Donc, je l'ai vécu directement dans ma famille, mais j'ai beaucoup de femmes qui m'entourent aussi. Mes amis étaient dans la même situation. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose que je ressens. Je sens que l'exil est quelque chose, depuis que je suis née, je sais que mes oncles habitent aux États-Unis, ils sont partis en traversant la frontière, sans papier, avec le rêve de rentrer en Colombie et personne n'est rentré. Et 30 ou 40 ans sont passés. Mais disons qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau aussi, c'est que les gens
plus adultes commencent à partir. Avant, c'était des gens plus jeunes qui partaient. Et donc, j'ai commencé à voir autour de moi des amis de la famille à 50, 60, 70 ans, désespérés. Ils avaient tout perdu et ils commencent à émigrer aussi. Donc, c'est un nouveau phénomène, selon moi. On commence... La famille commence à se désintégrer en général. C'est pas seulement un appauvrissement, mais ils partent en courant. Tout le monde part en courant. Il y a quelque chose de terrible et d'inhumain, c'est qu'on sentait quelque chose qu'on vivait de façon très personnelle. C'est-à-dire qu'on a tout perdu et c'est de ta faute, tu as fait quelque chose de mal. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bien pour tout perdre? Et il n'y avait pas de conscience, selon moi, que c'était quelque chose qui nous dépassait et c'était des conditions économiques et politiques aussi. Donc, c'était des gens qui se trouvaient dans une grande solitude, disons, de tout perdre. Et par exemple, maintenant que j'ai vu beaucoup plus de documentaires récents sur ce qui s'est passé en Espagne, je sens qu'il y a eu beaucoup plus de groupements, les gens se sont groupés, ils luttent collectivement pour récupérer ces maisons qu'ils perdent parce qu'ils ont payé des cotisations, des prêts trop élevés et ils ont fini par perdre. Le prêt existe et le taux n'était pas défini, c'était du taux variable, ça montait. Et donc, il n'y a jamais eu d'organisation, les gens ne se sont pas organisés, il n'y a jamais eu rien de collectif qui fasse qu'on lutte contre cela. Ça a été quelque chose de vécu individuellement à ce moment-là. Et de là naît l'idée. J'arrive à un moment où je n'avais pas réfléchi à partir du pays et d'un jour à l'autre, je suis partie à cause de cette situation. Donc, en arrivant en France, je suis arrivée, je ne savais pas parler le français, mais j'avais fait un documentaire, je voulais faire des documentaires, je voulais raconter cette histoire et j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches, à rencontrer des gens pour raconter cette histoire, jusqu'à ce que, un an après avoir commencé l'écriture, j'ai décidé de le raconter avec ma famille. Vamos a ver dos secuencias. Donc on va regarder 2 séquences et après on continue, d'accord? Faustine, il faut l'extrait numéro 8 et numéro 9, s'il te plaît. Depuis que j'ai quitté la Colombie il y a 6 ans, je suis retournée ici une fois par an. Un an après, je suis arrivée et la maison, bon non, c'est hyper dur, j'arrive pas quoi. Ouais. Depuis 6 ans que j'ai quitté la Colombie, je suis retournée à Cali une fois par an. La première année après mon départ, je suis rentrée dans cette chambre, elle était complètement vide. Non, on revient. Depuis que j'ai quitté la Colombie il y a 6 ans, je suis retournée une fois par an à Cali. Un an après mon départ, je suis arrivée dans cette chambre. Mes parents s'étaient séparés. Non. Ay, non, j'arrive pas. Pero como que es a nivel mundial, esa es la enfermedad del futuro, la soledad. Estamos en esa etapa. Y estamos en esa etapa donde hay mucha gente sola. A la hora de la verdad es que nos tocó la suerte de que los hijos se fueron. No como a otras mamás que les toca que los hijos se quedan y así no vivan con uno, el hijo viene
almuerza, sale con uno y los ve uno en la semana, pero usted está lejísimos. Jaime Ander, me veo más con usted que con su hermano. Es increíble. Es increíble. Y me veo más con usted que vive en Francia que con Jaime Andrés que vive en Bogotá. ¿Y cuántas veces nos hemos dicho, si tuviéramos los hijos acá, no nos haría ni falta la pareja a la final? Yo sí no supero eso de que yo lloro todavía por ellos, si les escribo lloro, si hablo por teléfono, si yo anhelo mucho tener mis hijos, así como dice Esteli, por acá cerquita. Donc, moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans ton travail, et j'aimerais que tu en parles. C'est quelque chose que mentionne Manda Rueda, que tu connais aussi, c'est que le cinéma des gens de la diaspora, c'est un peu entre deux, c'est-à-dire deux lieux en même temps, aucun réellement. Et il y a une autre cinéaste colombienne, Catalina Villar, elle dit « On n'est pas colombien totalement, mais on n'est jamais totalement français. » Dans ton cas particulier, par rapport à ce film, comment le film est construit? Tu vis déjà en France. Comment tu fais pour repenser tout ça, toute cette articulation dont tu parlais niveau cinématographique? Comment tu as pensé ce film? Oui, moi je vivais déjà en France, et comme tout. En fait, c'est ce qui est compliqué, c'est une situation très violente là-bas, tout est en train de s'effondrer. J'avais 23 ans quand je suis arrivée en France et j'ai commencé à voir en fait, c'est ce qui était fort, les relations changent complètement, il y a vraiment un tournant. Ma maman était perdue comme si c'était une adolescence, elle faisait des voyages, elle essayait de voir où elle pouvait rester pour survivre, alors parce qu'elle ne pouvait plus le faire en Colombie. Et d'une certaine façon, l'impression que tu dois avoir le rôle de la mère alors que on cherche son propre avenir et à savoir ce qu'on va faire de sa vie. Et c'est là que la crise économique, c'était pas seulement l'appauvrissement et tout perdre, qui était brutal effectivement, parce que perdre une maison, le travail, la maison, ça représente le travail d'années. Mais c'est tout ce que ça génère autour qui est le changement dans les relations. Moi, je vivais déjà ici en France. On n'est plus là-bas. Bien sûr, on arrive dans un entre-deux parce qu'on regarde, c'est comme si on regardait sa vie de l'extérieur parce que tu es aussi de là-bas et on filme là-bas et on pense la vie de là-bas de l'extérieur. C'est vraiment ce qui nous constitue. Même maintenant, avec 17 ans après, c'est toujours, on ne peut pas abandonner ça. C'est ce que je suis. C'est avec ce que je suis que je fais ces films. En même temps, il y a quelque chose d'intéressant là, avec ce film. Quand je suis allée en Colombie, il y a eu des réactions très fortes des gens qui m'ont dit « Mais c'est que ce que tu montres là, c'est la même chose que je vis avec ma famille. » Mais c'est si proche, c'est tellement du quotidien qu'on ne le voit pas. Donc cette distance cette distance géographique, mais aussi cette distance de culture et du changement de ce que l'on vit ici, qui n'est pas la même chose de ce que l'on vit là-bas, et la distance de penser à quelque chose en essayant de le comprendre, parce que ça m'a pris 4-5 ans de faire ce film et de savoir ce que je voulais dire et où je voulais arriver. Donc c'est cette distance qui permet d'avoir un autre regard
ou tout du moins, c'est ce que je ressentais, ce que disaient les gens qui étaient en Colombie, parce que c'était tellement sur leurs épaules qu'ils n'arrivaient pas à le voir comme ça. Et quand moi j'arrive et que je leur représente comme ça, ils ont commencé à y réfléchir d'une autre façon. Je dis pas qu'il faut sortir de son pays pour pouvoir en parler, mais ça crée un autre point de vue distancié, et le documentariste permet de révéler ça, ce que les gens ont tous les jours sous leurs yeux. De loin, je parle de mon expérience, mais si j'avais été dans le pays comme documentariste, j'aurais pu aussi révéler ça. Je comprends complètement ce que tu dis, mais cependant, en France, en ce moment, il y a beaucoup de cinéastes et beaucoup de femmes, la majorité. C'est intéressant de voir comment elles ont eu le besoin de reconstruire aussi les histoires en lien avec leur famille. Parce que le fait de partir de son pays, ce n'est pas banal. Tu l'as vécu ici dans la salle, d'autres l'ont vécu d'une autre façon, et la rencontre avec une autre culture enrichit ce point de vue sur ce que l'on est, ce regard sur ce qu'on aurait. Donc, par rapport à ça, je voudrais dire que le documentaire, qu'il parle de l'intime ou pas, depuis l'extérieur ou pas, depuis l'étranger ou pas, ça privilégie sans doute des choses plus profondes, et cette désarticulation ou ce démembrement qui est au centre de ton travail, et aussi dans le travail de Patricia et Marta. Mais tu as réussi à trouver un moment très précis. Cette dimension intime que l'on a vue dans ce documentaire est très présente aujourd'hui dans le cinéma colombien. Nos histoires personnelles ont à voir complètement avec une histoire plus grande qui appartient non seulement à des petits bouts de nos univers, mais ça rentre au milieu d'autres univers. Et ça me paraît fondamental de le signaler. Je voulais montrer une dernière extrait, parce que le temps se termine, de l'œuvre de Marta, parce que j'aimerais que Marta, qui est celle qui a fait du documentaire et du cinéma depuis le plus longtemps, nous raconte comment on voit après tant d'années son propre travail, ton regard sur ton travail et le pays et ce qui a passé. Je vais passer l'extrait et ensuite je te passe la parole. Un extrait de Testigos de Etnocidio. Bueno, listo, entonces, extrait numéro 4. «40 años de memoria, 40 años de oír voces de rebeldía, imágenes de luchas, de una documentalista que ha dedicado su vida a luchar por los derechos humanos en un país llamado Colombia, donde se violan impunemente. Al final de mi vida con este documental, Testigos de un etnocidio, Memorias de Resistencia, lo dejo como un legado a los pueblos indígenas y sus hermanos que me han acompañado en este itinerario desde los años 70 allá en el Bichada, testimoniando la masacre de Planas, hasta hoy, la época donde hay una verdadera tragedia humanitaria. 34 pueblos étnicos están amenazados de desaparecer por la guerra, según el 004 de la Corte Constitucional. Nos quedan las voces de sus mártires que dieron su vida por la dignidad y la autonomía del territorio y la liberación de la Madre Tierra. Es a través de su caminar la palabra que he aprendido el significado de la palabra resistencia. A los jóvenes que están iniciando las luchas,
Dejo la voz de los mayores desde Benjamín Dicue allá en Tierra Adentro, años 70, hasta Freddy Arias Campoamo, sacrificado por tener el coraje de denunciar el exterminio de su pueblo y por luchar por la vida. Es la magia del cine la que nos ha permitido que perduren sus palabras como una guía para las luchas venideras. Ahí dices muchísimas cosas, Tu dis beaucoup de choses là, mais... Agárralo, que no se te olvide. No, mira, muchas circunstancias. Il y a beaucoup de circonstances. Il y a eu des rencontres avec des Indiens dont la situation était très grave parce qu'il y avait beaucoup de déplacements et de massacres. Et la Sierra, où j'ai travaillé pendant beaucoup d'années, j'ai suivi des 3 prêtres et avec des peuples entiers d'Indiens massacrés. Quand je suis arrivée quand j'ai connu Freddy Arias, il m'a dit qu'ils étaient en train de fumiger avec le bifosato, qu'ils étaient en train de les... Et je dis, si je parle, il me tue et je vais parler pour qu'il me tue. Et c'est ce qui est arrivé. Bueno, para retomar otra vez la pregunta que... Pour reprendre la question que j'ai faite avant de montrer la séquence, comment tu vois, enfin après, avec le temps, est-ce que ton regard sur ton travail change? Tout au long de tes films, tu réutilises des séquences et tu insistes sur les archives. Quand ça arrive, j'ai eu la hanche qui s'est désintégrée, donc je me suis dit je vais utiliser mes archives pour faire mémoire. Parce qu'avec tous les Indiens qu'ils ont tués depuis les années 70, et là ici il y a Fernando qui m'aide là-dessus, qui m'a aidé à réaliser ce film. Donc j'ai récupéré toutes ces mémoires et en même temps il y a eu une marche très fameuse à Bogota. Il y avait plus de 5000 Indiens qui sont rentrés dans la ville pour demander justice, et il y a un monsieur président, tout le monde sait qui c'est, et qui dit ouais, puis ils rentrent, et puis je sais pas ce qu'ils font, et puis et il n'a pas voulu la guerre. Bon, cette marche a été très importante, très célèbre, donc j'ai filmé et j'ai repris toutes ces mémoires. Et j'ai reconstruit la lutte, parce que beaucoup de jeunes ne connaissaient pas, comme les plus anciens, ce qui était passé, leur terre. Ils voulaient savoir comment c'était, ils voulaient connaître l'histoire de leurs anciens. Et donc j'ai présenté ce film et je crois que les Indiens l'aiment beaucoup, parce qu'ils m'ont appelé de Cauca, ils m'ont dit « Oh, Madame Marta, ce que vous avez fait, c'est super ». Donc bon, en tout cas, il y en a quelques-uns qui m'aiment bien. Ici aussi. Je demandais ça parce que Jean Rouge disait une chose qui concernait... Il disait que parfois il fallait 25-30 ans pour se rendre compte du travail qu'on voulait vraiment faire et de ce qu'on voulait vraiment dire. Et que le travail demande du temps. Tu disais quelque chose similaire, qu'il faut avoir la force pour regarder les histoires que l'on aborde dans le documentaire. Je suis professeur auprès d'étudiants qui veulent faire du cinéma, et un des matériaux sur lesquels je travaille, en fait, ils sont très jeunes, et ma théorie, c'est qu'on a besoin de mûrir un peu, d'être un peu plus vieux pour faire du ciné documentaire. On peut être un génie et faire très jeune du cinéma de fiction, mais je pense qu'il faut être plus mûr dans l'âme et dans l'esprit pour faire du cinéma documentaire, pour entrer dans ces histoires, dans cette réalité des personnages. Et pour que ça ne nous submerge pas, il faut être un peu plus mûr pour pouvoir faire ça. Je suis complètement d'accord. Bueno,
On va laisser un temps au public parce que on a un peu de temps ou c'est terminé. Donc on donne un peu de temps au public pour des questions. Il y a un micro dans la salle. Vous pouvez lever la main. Là en bas, il y a quelqu'un qui veut. Sí, esta pregunta es para Marta. Non, c'est une question pour Marta. Comment a été la relation avec les réalisatrices indiennes? Et là, cette semaine, vous allez être plusieurs réalisatrices. Comment est-ce que ces relations existent, ce contact existe en Colombie avec les plus jeunes réalisatrices? Avec les femmes indiennes, oui. J'ai fait un atelier et j'ai eu des élèves femmes, et comme il y a un village à Buera qui a beaucoup souffert de la répression, et ils ont été, et à Bogota, il y a des milliers de gens de Bueras qui demandent ils m'ont dit, donc, prendre les transports en commun, c'est difficile, mais ils se sont fait tabasser par la police. Et il y en a une qui avait des notions de cinéma, et elle a fait un documentaire très intime racontant comment elle est sortie de son village. Et donc ça a créé un mouvement de cinéma indien. On n'en a pas parlé, mais il y a des réalisateurs qui sont allés dans différents festivals d'Équateur, du Mexique, et ils commencent à pouvoir utiliser ces médias et à raconter leur histoire. Mais on n'en a pas parlé effectivement des réalisatrices indiennes, mais c'est quelque chose de très important qui est en train d'arriver en Colombie. Il y a aussi des mouvements très forts, pas seulement en Colombie, mais dans toute l'Amérique latine, qui s'appellent le cinéma populaire, ça s'appelle, ou le cinéma alternatif. Et ce sont des communautés indigènes, et c'est un cinéma qui n'est pas vu pour l'instant dans les grands festivals, mais qui est très important parce que c'est le ciné qui se fait depuis l'intérieur des communautés. Donc, ils n'ont pas le format requis pour participer au festival, pour passer dans les cinémas, dans les salles de cinéma, mais de plus en plus, il y a des festivals qui les prennent, et c'est vraiment très important parce que c'est une mémoire qui se crée d'un autre point de vue. Je suis d'accord. Je ne pense pas qu'il faut qu'elles fassent leur cinéma depuis l'intérieur de leur communauté, pas forcément seulement ça, mais ce sont des regards différents, et ce changement de point de vue est très important également de l'avoir présent parce que c'est une part importante de la mémoire cinématographique du pays. Moi, je coproduis aussi mon dernier documentaire. C'était la mort d'une petite fille indienne. Ils l'ont filmé eux-mêmes, hein, mais ils m'ont demandé de faire mémoire de la mort de cette petite fille, et puis on a fait ce film ensemble. Dans notre association, on a un festival où on a toujours sélectionné des films des Indiens. On a présenté plusieurs films, dont un qui a gagné le prix du public. Et donc ça fait partie du travail de notre collectif d'accompagner
signer ces films pendant le festival parce qu'ils n'ont pas leur place pour l'instant, parce que je pense que c'est juste pour l'instant, parce que ça finira par arriver dans les circuits plus commerciaux. Mais c'est fondamental de les montrer parce que c'est un regard différent, une façon de raconter différente qui construit le ciné en lui-même également. Oui, je vais la poser en français. Bonsoir. Je voulais savoir comment le cinéma documentaire colombien est perçu par les différents mouvements, par les différents gouvernements qui se sont succédés, et surtout par le public. Est-ce que le public a accès, enfin le public colombien, hein, j'entends vraiment en Colombie, est-ce qu'il a accès à ces documents, est-ce qu'il a l'occasion de les voir et qu'est-ce qu'il en pense? ¿Puede verlos? Bueno, yo quisiera J'aimerais répondre en partie à cette question et j'aimerais passer la parole à Patricia car elle travaille depuis longtemps dans le festival du documentaire. Et Marie-Isabelle, elle pourra répondre aussi avec son expérience du cinéma de Toulouse. Le cinéma colombien en général n'a pas autant de visibilité. On parie pour l'existence de plus d'espace pour la diffusion et évidemment, cela dépend du documentaire pour que ce soit plus ou moins accepté. Il y a des documentaires qui ont des versions difficiles, disons, pour les gouvernements. Et ce n'est pas facilement accepté. La société n'est pas sensibilisée non plus au cinéma documentaire. En Colombie, nous avons été éduqués par une télévision très forte et cela a fait qu'il y ait une distance énorme entre le public et le cinéma. C'est un des défis les plus importants de ce moment que nous avons, tous les acteurs culturels qui travaillons avec le cinéma colombien. C'est réussir à ce que le cinéma colombien arrive au public, que le public arrive au cinéma et qu'il y ait un rapport réel de dialogue. Je vais passer la parole à Patricia. Toi, depuis le festival, tu peux nous dire sur le documentaire. D'un côté, il existe des espaces de diffusion, mais sont des espaces spécialisés comme le Festival international du documentaire. Il y a énormément de festivals. Il doit y avoir 70, 80 festivals de cinéma en Colombie, donc il y a tout le temps un festival quelque part dans ce pays, mais c'est un public segmentaire petit et spécialisé qui va chercher ce type de film. Mais d'autre part, depuis la loi du cinéma, du Fonds pour le développement du cinéma, il y a un élan très important pour le cinéma documentaire. Et donc, certains films sont arrivés dans les salles, ce qui n'est pas habituel. Le premier film qui est arrivé en salle, le premier documentaire, qui a généré quelque chose d'intéressant parmi les spectateurs, ça s'appelle Apapori. Je me souviens plus quelle année. Après, il y en a eu d'autres, et chaque fois, il y a de plus en plus de documentaires dans les salles. Et par rapport au prix, je crois pas qu'il y a vraiment une censure par rapport au prix. Moi, je peux traiter d'un thème très sensible, comme l'Asunto de Tierras, et ça peut être financé par des fonds publics. Là, il n'y a pas de censure, mais la censure, elle existe plutôt quand on mesure la quantité de spectateurs qui viennent ensemble. Moi, par exemple, la mienne est restée 2 semaines en salle, et on peut presque applaudir parce que le polaire néfaste, là, c'est le pouvoir
économique et pas le politique, parce qu'on mesure le succès avec les entrées d'un film et on lutte. Mais il y a aussi un travail à faire sur le public. C'est la même chose en France. Si tu attends qu'un film plus difficile, que ce soit une fiction ou un documentaire, arrive à marcher parce que les gens veulent aller voir, c'est complètement faux, parce qu'il y a des aides ici pour la distribution. C'est pour ça qu'il y a des salles arts et essais qui ont des aides, des financements importants pour public, et c'est vraiment vital pour ces salles, pour accéder à ce type de film, pour que ce type de film puisse exister. Je voudrais souligner que, je ne sais pas, c'est un excès d'optimisme, mais je trouve que cette année, le public réagit de façon positive. J'ai 2 ou 3 exemples. Amazona, qui est montré ici dans ce festival, il y a eu plus de 5000 spectateurs et c'est vraiment énorme. Et il y a eu plusieurs semaines à l'affiche, plus d'1 mois à l'affiche. C'est énorme, plus de 4 semaines. Et il y a un autre film qui est beaucoup plus politique et, entre guillemets, pas si attrayant pour le spectateur. C'est le Silencio de los Fusiles de Natalia Orozco, qui a été présenté sur des séances spéciales, parce que c'est le modèle que trouvent les exploitants pour montrer les films difficiles. Seulement, les projettent seulement en moments difficiles. Et ce film a plutôt bien marché en termes d'entrée. Donc, j'espère que c'est une réaction positive. Ça peut être aussi plus difficile, mais si le thème tombe bien, même si le film est plus difficile, et là c'est bien tombé, voilà, donc ça, le public accroche. Là, ça a été la signature de l'accord de paix, donc ça c'est bien tombé pour le film. Mais si ça avait été un autre thème, ça aurait pu être plus difficile. Moi, je sens que les réalisateurs, on doit faire un effort pour nous approcher du public. C'est important. Je pense qu'on fait des films pour communiquer, pour se retrouver avec les spectateurs, parler à quelqu'un à qui on ne va pas parler directement, mais on leur parle à travers les films. Mais je pense qu'il est important que l'État finance, à travers la loi du cinéma, des films qui ne se feraient pas autrement, s'ils étaient mesurés par le nombre de tickets vendus, ça ne se ferait pas. C'est des films qui doivent exister, qui sont importants pour la mémoire du public, du peuple, du patrimoine culturel d'un pays. La chose, c'est que dans le documentaire va à l'encontre de ce qui est productif. C'est-à-dire que notre grand problème, c'est que pour faire des bons documentaires, on a besoin de temps et passer beaucoup de temps à faire des recherches. Un film ne se fait pas en peu de temps et c'est là le problème. Comment on va gagner notre vie pendant tout ce temps? C'est comme aller, quand tu parlais tout à l'heure de résistance, la résistance, elle est pour les documentaristes, elle est là. C'est de résister à ces logiques de production où justement prendre le temps pour faire les choses n'est pas rentable. C'est là le plus compliqué de ce métier. Moi, précisément, j'ai lu il n'y a pas longtemps un document très intéressant dans un livre que je vous recommande pour ceux qui s'intéressent au cinéma indigène, poétique de la résistance de Paulo Moura. Il y avait un chapitre consacré au sujet de la diffusion du cinéma indigène.
ça parlait, ça disait que la diffusion, on ne peut pas parler de distribution, existait autrement. C'est-à-dire que, par exemple, Marta, tu peux nous raconter que tu as eu l'expérience de montrer tes films aux communautés et de voyager constamment à la demande des communautés pour regarder tes films. Comment ça s'est passé? Il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. Moi, ça fait 40 ans que je suis au Cauca et, par exemple, nous avons une assemblée, une marche, et moi, on me dit, Marta, on voudrait que tu nous envoies Nuestra Voz de Tierra, parce que c'est la mémoire de leur lutte depuis les années 70, parce que personne n'a filmé, seulement nous. Donc, ce film est à eux, Massacre de Planas. On m'appelle de Pichada, là où est arrivé le massacre. Un indigène, Esteban Sosa, un des participants, me dit « Envoie-moi une copie du film, la communauté en a besoin pour se remémorer du film, de ce massacre. » Donc, moi, je l'envoie. On nous disait, vous prenez une boîte avec des photos et vous prenez des notes, et on veut faire la même chose. Et c'est comme ça que le cinéma indigène a commencé. Donc, c'est un peu local, c'est régional. Et dans les universités, je fais des séminaires sur les communautés. Il y a un colloque à Sancocho. Les quartiers du sud de Bogota ont un festival très connu, très aimé. Ce qui est intéressant dans le cinéma colombien, comme en Colombie en général, c'est que les gens s'organisent pour regarder le cinéma coûte que coûte. Cette dynamique de l'industrie, comme on l'entend, les salles, les exhibitions, etc. Le cinéma, il s'organise. Oui, on a une petite salle dans ces quartiers du Sud. Il y a une petite salle de cinéma. Oui, nous, on est en contact avec eux. Bien. Une dernière question et après, on finit. Bien. Je voulais juste dire et poser une question, parce que c'est assez intéressant. Trois regards très différents et très intéressants. Ce qu'a dit Marta pendant son discours est en cours aujourd'hui. C'est ce qui nous appelle ici aujourd'hui. Plusieurs choses. Chacune a touché des sujets très différents. Par exemple, Patricia a dit que si on continue à mesurer le documentaire en termes de guichets, si on le compare avec une industrie de films qui viennent de grands studios, on pourrait dire que le cinéma colombien va mal. Mais si on révise les chiffres, ce qui s'est passé avec le documentaire depuis les dernières années en Colombie est intéressant. Le documentaire a gagné un terrain très important à côté de films de fiction que tout le monde croirait allaient être très en vogue. Donc ma question va dans ce sens. Comment vous voyez le futur proche du documentaire? C'est un sujet assez réfléchi en termes de tickets. Nous parlons de différentes fenêtres possibles. Et il y a 70, 80 festivals de cinéma. On a identifié une centaine de festivals. Donc c'est là que le cinéma colombien en général circule, et le documentaire en particulier. Si on parle d'accès et de guichet, on pourrait dire qu'un chiffre compliqué serait 6% des régions colombiennes qui ont accès à des salles de cinéma commerciales. Seulement 6% en Colombie. Mais si on regarde ce 6%, là-dedans, il y a 28 millions d'habitants. C'est-à-dire que le problème en ce moment, ce n'est pas tellement l'accès, mais l'offre de salles de cinéma dans d'autres régions.
Donc, quel est le futur proche du documentaire? On a un grand défi devant nous et il paraît que les spectateurs en Colombie répondent bien. 35 000 spectateurs en Colombie pour un documentaire, c'est impressionnant. Moi, je voulais compléter cela. Je pense qu'on finit là. Je voulais vous féliciter tout d'abord pour cette rencontre. Martha, je te félicite parce qu'avec l'histoire que tu as derrière toi du documentaire en Amérique latine, Maria Isabel, car tu viens d'une autre école et parce que dans ton regard, tu as un regard très différent avec l'expérience de l'exil. Et toi, Patricia, parce que j'ai entendu parler de toi, je ne te connaissais pas, mais je voulais simplement dire qu'on parle ici de cinéma dans les villes, mais le cinéma, il faut qu'on l'amène aussi dans les communautés, à la campagne. Il y a une expérience très intéressante qu'on appelle la projection chez l'habitant. Donc, les paysans se réunissent dans une propriété, ils font une fête et ils projettent un film et ils font un débat. Et quand on parle de cinéma, on parle avec des critères cinématographiques. Quand on parle du film, donc ça a augmenté beaucoup la capacité des gens ruraux pour arriver au cinéma différemment, pas comme les gens dans les villes. De toute façon, on doit partager et pourquoi pas nous inspirer de ces expériences. Merci beaucoup et félicitations. Je reprends les deux interventions. Moi, je suis optimiste et irrémédiablement, je pense que tous ces scénarios, je ne pense pas que la possibilité de voir du cinéma documentaire dans des salles de cinéma grandes, je pense que c'est une porte qu'on a ouverte et des films comme Amazonas ou les derniers qui arrivent, 40 000 spectateurs. Les chiffres de Amazonas a été une borne, mais on peut y arriver. Cette porte s'est ouverte et je ne pense pas qu'elle va se fermer. Donc, il y a des festivals qui se passent dans des villes, dans la province. Ces espaces sont complémentaires. La parution du boom des contenus numériques, les documentaires interactifs génèrent un panorama assez intéressant. Je pense que de plus en plus les gens ont une idée différente qui sort de la télévision et j'entends que le cinéma documentaire va au-delà de ce format petit, ennuyant, donc qui n'est pas le cinéma documentaire. Je pense que le futur est prometteur, je l'espère, tant qu'il y a des façons de réaliser et de produire sans être soumis à la tyrannie des chiffres. Et pour moi, quelque chose de vital aussi, c'est la formation du public. C'est-à-dire que à partir du moment où on montre aux jeunes, plus jeunes, disons, depuis l'école, qu'il y a d'autres regards, d'autres façons de faire qui sont intéressantes et pas seulement ce qu'ils trouvent dans le petit écran, c'est-à-dire à la télé, c'est vital parce que c'est les gens qui vont vouloir regarder ce genre de film. Quelque part, on parle déjà un peu de ça en Colombie. Il y a l'expérience de Héctor Ulloque avec Cinescuela, qui est un dispositif très intéressant, qui a démarré avec le documentaire. Je ne sais pas si maintenant ils font de la fiction, mais ça a commencé avec le documentaire, ça arrive dans des bibliothèques publiques, dans des écoles, et ça c'est vital. C'est les gens qui vont vouloir regarder ce genre de film après. C'est la clé et ce que je disais, les aides aux salles alternatives.
C'est-à-dire qu'une salle qui passe ce genre de films, des documentaires ou des fictions, c'est difficile que ce soit rentable. Donc si ce n'est pas rentable, il faut faire une politique publique qui aide pour que cette salle continue d'exister. Et ça me paraît une clé. Je suis optimiste aussi et en plus, pour une raison concrète, c'est que pendant l'histoire du cinéma colombien, le documentaire n'a pas cessé d'exister. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'année où il est disparu. Il est beaucoup plus mûr. Les gens qui font du documentaire ont fait beaucoup plus d'école que les gens qui font de la fiction. Ça vient d'une tradition très forte et ça ne va pas cesser. Ça va continuer d'exister. Je suis très optimiste. Et les frontières qui se croisent, car cet aspect documentaire est très fort dans le cinéma colombien. Et quand on regarde des films plus récents de fiction, il y a des frontières très floues avec les documentaires. Et ces films de cinéastes qui ont commencé avec le documentaire et qui commencent à faire de la fiction. Donc je pense, comme disait Jean-Luc Godard par rapport à Jean Rouch, un bon film et une bonne fiction est fait de beaucoup de documentaires et un bon documentaire de beaucoup de fiction aussi. Donc je pense que cette frontière aujourd'hui, je pense qu'on arrive à... C'est une bonne conclusion, car justement, c'est l'idée de ce lieu, c'est de dire que le Forum des images, c'est le forum de toutes les images, et entre la fiction et le documentaire, il y a une frontière mentale. C'est une frontière... je ne pense pas qu'on puisse penser qu'il y a un public pour le documentaire et un public pour la fiction. Il y a un public pour des bons films, pour des films d'art qui ont une âme, une force de caractère. Et je suis très content de l'organisation de ce festival de cinéma documentaire et féminin, de cinéma colombien. Et justement, en un an, on peut faire des choses très faciles, présenter des fictions des 30-40 dernières années qui ont été des succès dans des salles, mais ce n'est pas le travail que doit faire, bon, c'est mon opinion, que doit faire une institution. Je pense que ça doit être plus intéressant et votre présence, vos expériences, vos mots sont la meilleure définition de ce que je crois qu'on doit faire. Mais on a besoin de temps. Mais en France, pendant longtemps, les films documentaires qui ont été des succès dans des salles, c'était des documentaires d'animaux. Je ne sais pas comment on dit. Avant d'un film comme Être et avoir de Nicolas Philibert, avec plus d'1 million de spectateurs en France. Mais sinon, il y a eu beaucoup de films qui ont retrouvé peu de public. C'est un travail qu'on fait avec le temps. Mais si je sens que ça, c'est une façon de résister, et résister, c'est, on dirait, une imposition, mais créer ces espaces comme celui que tu nous proposes aujourd'hui, que vous soyez là, c'est une manière de résister à cela. On dirait que c'est imposé et qu'il n'y a pas une autre façon de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous.